Tournier adulte. Alors, Patrick Souchon, que vous connaissez pour la plupart, puisqu'il est présent maintenant chaque année pour animer ce café littéraire autour du prix Michel Tournier. Nous avons également Alain Duhaut qui sera toujours présent. Et puis, nous avons également la chance d'avoir une autre personne, Christiana Moreau, la Dame d'Argile, auteure de la Dame d'Argile, que vous avez peut-être rencontrée déjà sur le salon où elle se trouvait en dédicace depuis le tout début de l'après-midi. Voilà. Donc, je vais laisser la parole et puis Michel. Bonjour à tous. Donc moi je ne suis pas un auteur, mais je suis un liseur du Val. Et donc je vous ferai part de mes impressions de lecture pour les 3 livres de la sélection qui ne sont pas représentés cet après-midi par leur auteur. Parce que malheureusement, Miguel Bonnefoy n'a pas pu être présent. Il devait venir, il me l'avait assuré, mais il a eu la mauvaise idée d'avoir une petite fille qui est née il y a 2 mois. Il a eu la plus mauvaise idée encore que la maman de cette petite fille soit danoise, et ils ont choisi comme date de baptême la date de ce jour. Donc il ne pouvait pas être parmi nous, hélas. Il le regrettait parce qu'il se faisait une joie d'être ici. Voilà. Et puis nous n'aurons pas malheureusement ni Santiago Amigorena, ni Michel Halberstadt. Voilà. Je cède la parole à Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Noël pour ce salon, pour tout ce que vous faites pour la littérature, la transmission de la littérature et le goût de lire, aussi bien en direction des enseignants que je salue, en direction des bibliothécaires qui agissent au quotidien pour transmettre cette passion du livre, de la littérature et de la lecture. Je remercie également notre ami Alain Duhaut, à ma droite, pour cette belle rencontre avec Franck Ferrand, dont je retiens les 3 niveaux d'histoire, moi qui ai toute une carrière de pédagogue, donc l'enseignement primaire, le secondaire et le supérieur, et bien sûr pour cette quête des origines à travers donc son itinéraire de vie qu'il a esquissé grâce à vous. Comme le disait Marie-Noël, la sélection du prix Michel Tournier cette année rassemble Christiana et Alain, et grâce à vous, nous allons évoquer les autres textes que je vais à nouveau parcourir avec vous et citer. Donc Christiana Moreau, la Dame d'Argile, sur laquelle nous allons nous pencher. Une femme de feu avec évidemment notre ami Alain Duhaut. Michel Halberstadt pour Né quelque part. Santiago Amigorena pour Le Ghetto intérieur. Et enfin, donc Miguel Bonnefoy pour Héritage. Que nous enseignent, que nous transmettent, que nous disent ces 5 livres. D'abord, ils nous font prendre conscience qu'à travers la littérature, avec la littérature, grâce à la puissance des mots, l'histoire, le patrimoine reprennent vie. Dans cette reprise du passé, je crois que cette reprise nous permet, et permet à tout le monde de se rendre compte de ce que c'était que cette vie d'hier, de ce moment que nous ne pouvons pas atteindre, mais si ce n'est grâce au talent de conteur, on le voit bien avec Franck Ferrand, la parole vivante de l'historien, et grâce au talent des écrivains. Je crois que c'est le pouvoir de la littérature, de redonner cette vie au passé. Ces 5 textes, ces 5 romans déclinent d'une certaine manière la question du patrimoine, des patrimoines. Il y a bien sûr le patrimoine artistique, Quattrocento, l'Italie. Il y a aussi le patrimoine artistique avec la Madiran. Et il y a bien sûr toutes les douleurs du passé. Je pense au livre Le Ghetto intérieur avec la diaspora. Je pense à ces souffrances de la guerre, si bien comptées, rappelées, évoquées dans le livre de Miguel Bonnefoy, Héritage.
Et puis, il y a également cette quête des origines, cette quête de la recherche de d'où l'on vient, qui traverse et qui anime toute la quête de Michel Halberstadt dans son livre Né quelque part. Donc je crois qu'il y a toutes ces dimensions autour de ces livres et cette recherche peut-être, cette reprise du passé que nous pouvons revivre avec les auteurs et grâce à vous. Nous allons commencer peut-être avec vous, Christiana, avec notre Dame d'Argile, qui nous amène tout de suite au Quattrocento à l'Italie. Quattrocento, je me souviens l'année dernière, la sélection de Carole Daguerre. Vous vous souvenez, Carole Daguerre qui avec Fraquedine, qui nous contait également cette période absolument extraordinaire, où tant d'artistes, de grands artistes se sont croisés grâce au Médicis. Alors, 4 femmes puissantes, pourrait-on dire, plus une, vous, Christiana. 4 femmes volontaires qui veulent forcer leur destin. Voilà. Et à propos du patrimoine, je voudrais ajouter peut-être aussi le patrimoine industriel, parce que moi je viens d'une ville de métallurgie et de mines, et j'ai voulu garder aussi une trace des charbonnages qui ont disparu aujourd'hui. Bien sûr, c'est un élément très important de votre livre, et c'est ce qui en fait toute la richesse. S'entrecroisent un certain nombre de milieux complètement différents entre la Belgique, d'Angela, c'est ça? Oui, c'est ça. La Belgique d'Angela, entre Florence de Simonetta Vespucci, entre le monde actuel avec Sabrina. C'est ce qui fait la force, ce tissage secret dont vous avez l'art. Et justement, en Belgique, nous venons de fêter, de commémorer, disons, parce que ce n'est pas vraiment une fête, les 60 ans des accords Charbon qu'il y a eu entre la Belgique et l'Italie, où on a eu toute cette communauté italienne qui est venue travailler en Belgique, justement. Alors, commençons par Sabrina, qui est donc... Elle est restauratrice au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et alors, au décès de sa grand-mère Angela, elle trouve dans le grenier une sculpture en terre cuite. Et comme elle a l'habitude de travailler sur des objets d'art, elle se rend compte tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un simple bibelot, mais d'une sculpture précieuse de bonne qualité. Et alors elle se demande comment sa grand-mère, qui venait d'un milieu très pauvre, a pu être en possession de cette sculpture. Et elle va partir à Florence pour essayer de trouver des indices et de savoir qui est cette jeune femme représentée dans la sculpture, qui était l'auteur de cette sculpture, mais aussi à la recherche de ses propres racines. Absolument. Alors, donc, elle arrive à Florence, je passe sur la première scène, mais elle arrive à Florence. Là, elle rencontre un homme fort séduisant, comme vous dites, Latin Lover, qui va expertiser la sans-pareille, qui va expertiser cette dame d'argile et l'authentifier en quelque sorte. Oui. Il est conservateur d'un musée de Florence, et tout de suite il voit que c'est une terre bien spéciale, la terre d'Impruneta, qui a notamment servi à faire le dôme de Florence, la coupole de Brunelleschi, et aussi qui a été utilisée par beaucoup d'artistes du Quattrocento à Florence. Et là, Sabrina, elle est invitée par cette quête des origines, en quelque sorte. D'où vient cette sculpture, ce buste de femme en argile, et puis quel est ce nom, cette signature? Il y a un nom de femme gravé dans la terre cuite. Or, c'est bizarre parce qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas être artistes, donc elles se demandent comment c'est possible. Et c'est à ce moment-là qu'on va suivre aussi la vie de Costanza,
qui est une jeune fille d'Impruneta qui, elle a un rêve, elle veut être artiste comme les hommes de l'époque, les frères Pollaiolo et j'en passe, beaucoup d'artistes, Botticelli, on va les rencontrer dans leur atelier. Et alors elle décide de se couper les cheveux et de s'habiller en homme pour pouvoir travailler dans les ateliers prestigieux de l'époque. D'où cette ambiguïté, Costanzo, Voilà. Costanza, n'est-ce pas? Et donc le fait que, là c'est toute la question, c'est vraiment une femme qui veut être artiste. Oui, c'est dangereux parce que il y a l'Inquisition qui interdit ces choses-là. Alors, effectivement, tout votre roman se situe dans ce contexte de la fin du Quattrocento, dominé évidemment par Savonarola, le bûcher des vanités, avec donc une forme d'inquisition, avec une violence. Et alors évidemment, tous ces grands artistes, Lippi, Botticelli, Da Vinci, tout ça qui ont peint des femmes qui avaient des mœurs plus ou moins, voilà, qui cadraient plus ou moins avec le christianisme de l'époque, n'est-ce pas? Toutes ces se trouvent confrontées dans une véritable, voilà, de reprise en main d'une morale, mais d'une morale d'une exigence et d'une violence rare. Et alors elle, justement, elle s'affirme. Oui, parce qu'elle ne vit que pour l'art et elle veut vraiment arriver à faire une œuvre au niveau de ces grands artistes qu'elle a côtoyés. Tout à fait. Elle prend tous les risques pour y arriver. Tout à fait. Et alors il y a de très beaux moments où l'on perçoit son audace. Alors c'est très intéressant d'ailleurs, cette audace où elle dit à son maître, Pollaiolo, Oui. c'est ça, elle dit à son maître, voilà, je veux créer, j'ai un projet, elle reste à l'atelier le soir tard, j'ai mon projet. Cette audace d'ailleurs qui traverse, qui habite les grands artistes, on trouvera cette audace absolument incroyable avec la Malibran, quand très jeune, toute petite, avec son père, elle est sur scène et puis bien évidemment, tout à coup, la chanteuse, on le verra tout à l'heure, la chanteuse défaille et la Malibran prend le relais à l'âge de 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça, où elle fait déjà merveille. 13 ans. Et donc, cette audace qui fait qu'elle s'affirme en tant qu'artiste, voilà, voulant créer, je crois que c'est une des grandes singularités, et c'est ça, vous le décrivez fort bien dans le livre. Et puis, alors donc, elle travaille, elle est dans une situation très difficile, bien évidemment, et puis elle fait elle réalise ce buste. Cette fameuse dame d'argile, voilà. qui n'est autre que Simonetta Vespucci, qui a éclairé vraiment la Renaissance italienne et dont tout Florence était amoureux. Ouais. Alors, voilà. Exactement. Oui. La voici représentée. Héros de Cosimo. Voilà. Qui se trouve au château de Chantilly, ce tableau. Oui. Et Simonetta, qui est dont la beauté, voilà, elle a complètement séduit Botticelli. Oui, tous les artistes en étaient fous. D'ailleurs, tout le monde connaît son image aujourd'hui, et pourtant, personne ne sait vraiment qui elle était, parce qu'elle est morte très jeune, à 23 ans, et elle n'a pas laissé d'autre chose que son image, parmi les tableaux les plus prestigieux. Alors, donc Costanza réalise ce buste en argile, puis ensuite, évidemment, avec l'Inquisition, avec Savonarola, eh bien, elle quitte Florence, elle retourne à Impruneta avec son amoureux, Carlo, c'est ça? Oui. Et donc, et là, ensuite, voilà, l'histoire s'empare de ce buste et elle traverse les siècles. Voilà, la sans pareil traverse les siècles jusqu'à arriver dans les bras de Angela, qui est donc la nonne, Angela, qui va le léguer à Sabrina. Alors, Angela, c'est une autre figure du roman, c'est une femme qui vient d'Italie et qui ensuite s'expatrie. Juste après la guerre, donc l'Italie
n'avait plus de charbon et la Belgique n'avait plus de main-d'œuvre. Donc il y a eu un accord officiel entre les deux pays, 1 mineur pour une tonne de charbon. Et ils ont commencé à faire des échanges. Il y a eu des milliers d'Italiens qui sont venus travailler dans les mines de Belgique, où les Belges ne voulaient plus travailler. Et alors, on a dans la région liégeoise une très grosse communauté italienne. Ils se sont adaptés, ils sont restés, et maintenant, ils sont belges. Oui. D'ailleurs, vous dédicacez votre livre aux Italiens de Belgique. Voilà. Et à mon mari. Et à votre mari qui est ici. Dont les parents sont venus comme ça, Oui. avec des accrochages. Alors là, il y a tout ce très beau passage sur la douleur de la mine, sur la souffrance des ouvriers, sur la vie en commun, puis ensuite sur l'installation, la solidarité aussi, hein. Solidarité des ouvrières et des ouvriers, les femmes d'un côté, les hommes qui descendent, et puis cet accident dramatique. Mais oui, il y a eu plusieurs accidents en Belgique, notamment la catastrophe de Marcinelle qui a vraiment signé la fin des mines. Ça s'est terminé à ce moment-là parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était plus possible. Et puis aussi l'extraction du charbon devenait trop compliqué. Passage très dur, mais voilà, et qui contraste évidemment avec la Florence du XIVe siècle, etc., flamboyante et magnifique. C'est ce qui fait toute le côté noir et le côté rouge. Voilà, toute la richesse de votre livre. Vraiment, bravo, c'est un très beau livre. On va passer maintenant à la deuxième autrice, Michèle Abendstadt.